Après-midi, on va commencer tout de suite avec Baptiste Rebut. C'est Rebut, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Ok, Baptiste qui est avec nous. Baptiste, il représente la société Apollo Studio et il va nous expliquer comment copier les méthodes des startups pour booster son business. Alors, ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui avec nous. Vous avez des structures, des entreprises notamment en TPE et en PME. Et il y a beaucoup de choses à aller piocher, notamment dans les modèles économiques des startups, pour justement booster son business. Alors c'est une bonne thématique. Avant toute chose, Baptiste, que tu nous expliques, Apollo Studio, c'est quoi? Alors, Apollo Studio, c'est un studio de développement web qui est basé à Caen, notamment avec un fort ADN startup. De par mon parcours personnel où moi j'ai monté divers projets et on a eu plusieurs clients qui ont eu ce type de projet. Donc ça m'a permis d'observer au fil des années toutes les erreurs et de les faire, parfois moi aussi, de tout ce qu'il faut faire et pas faire, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc l'idée de cette conférence, ça va vraiment être de transmettre un petit peu le fruit de cette expérience que j'ai pu avoir au fil des années. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment des modèles économiques bien particuliers sur la startup. On n'a pas la manière de faire d'une entreprise classique finalement. Ouais, c'est ça. Alors il y a une partie modèle économique où en effet, en fait, on commence la conférence et je défile même pas les slides. Mais j'ai rentré un petit peu plus dans le détail, mais il y a la partie modèle économique et il y a des vraies méthodologies, en fait, une manière de penser où on va vraiment optimiser la ressource qui est le temps, en fait, qui est vraiment la ressource qui manque. Et donc, c'est ça que je vais essayer d'expliquer un petit peu, de transmettre. On ne pourra pas rentrer extrêmement dans le détail sur une conférence de ce temps-là, mais l'idée, c'est de passer au moins des grandes idées et après que les personnes que ça intéresse puissent venir nous rencontrer pour en parler un peu plus. Let's go, c'est parti. Let's go. Yes. Est-ce que ça va marcher? Vers le bas. C'est ce que je fais. Ouais. Ok, parfait. Alors. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Donc, je refais la petite présentation. Donc, moi, ça fait 8 ans que je suis fondateur d'Apollo Studio. Donc, on travaille grosso modo dans le digital au sens large, c'est-à-dire qu'on travaille sur des thématiques de développement, mais comme je disais, avec un ADN startup, SaaS. Donc, SaaS, c'est tous les logiciels par abonnement. Mailchimp, par exemple, pour ceux qui peuvent connaître, c'est un SaaS. L'idée, c'est de s'abonner à un service en ligne. Voilà. Donc ça, c'est des demandes qui sont très courantes aujourd'hui. C'est de plus en plus tendance de travailler avec ça, pour plein de raisons. La récurrence des revenus, le modèle très, très scalable. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et ces méthodologies-là, on peut les réutiliser pour nous, pour notre business, justement, plus traditionnel. Okay. Donc au cours des 8 dernières années, on a accompagné plus de 300 clients et on est très fiers chaque année qu'ils nous renouvellent quasiment tous leur confiance et donc ça c'est vraiment une grande fierté pour nous et pour l'équipe. 300 clients, tu dis que tu es sur Caen, c'est des clients qui sont sur le territoire canet, normand ou ça va un peu plus loin? Alors ça va plus loin, on a une partie de nos clients qui est sur la Normandie au sens large. On commence de plus en plus à avoir une clientèle importante sur Paris, sur Lyon, dans le sud de la France, donc on rayonne national. Très bien. Donc voilà. Allez, je vais y arriver. Voilà. Donc le plan de cette conférence, la première partie, je vais faire un petit slide rapidement expliquer pourquoi. Donc j'ai un petit peu commencé sur le début, mais expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles cette conférence me paraissait intéressante de proposer à toutes les personnes qui sont présentes ici. On aura une partie, la première partie qui va être sur le marketing et l'acquisition, donc il y a un vrai sujet en fait quand on lance un business, c'est comment je vais trouver mes clients, comment je donne le bon message. Ensuite, on parlera de la partie technique, donc on verra, c'est souvent un peu la bête noire, c'est là où le budget passe, mais il y a des moyens d'économiser et de ne pas justement dépenser tout son budget sur cette partie-là. Et on terminera par quelle stratégie, quel type de projet je peux m'adresser en fonction de mon business. Donc l'idée, c'est de rester cohérent par rapport à un business. Et les fourchettes que je donnerai sur la fin, c'est par rapport à la typologie de projet qu'on peut rencontrer, qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Un vrai challenge là, hein. Tu as 4 points importants, tu as 20 minutes. Je vais essayer d'être condensé, ouais. Mais tu peux dépasser. Ouais, on va y arriver. Alors déjà, pourquoi choisir cette conférence? Déjà, c'est pour démystifier quelque chose. Les startups, c'est pas de la magie noire. Elles utilisent des méthodes qui sont innovantes, mais on peut tous réutiliser, quel que soit notre business, qu'on soit consultant, qu'on travaille dans une entreprise de service, qu'on travaille qu'on ait un commerce, un e-commerce même. On peut réutiliser les méthodes des startups et les mettre à profit de son propre business. Deuxièmement, c'est aussi pour éviter les pièges classiques. Je t'en parlais un petit peu avant la conférence, très très rapidement.
Moi, j'ai vu pas mal d'erreurs dans lesquelles quelques clients ont pu tomber. Je suis tombé aussi dans certains pièges. Donc l'idée, ça va être de voir aussi comment on peut éviter au maximum de tomber dans ces problématiques. On verra aussi comment préserver son budget au maximum et bien le dépenser. Donc on verra la notion de budget et de temps. En fait, les deux sont liés en général. Voilà, le temps, c'est de l'argent, on dit souvent, mais c'est encore plus vrai au début d'une entreprise où on a un peu une date de mort annoncée. Et voilà, en général, on investit un budget et le but, c'est de devenir rentable avant que ce budget soit dépensé. Tout à fait. Donc plus on économise, mieux c'est. Et quelques petits bonus, je donnerai des petites références de choses qui peuvent être en plus et qui peuvent être intéressantes. Ok. Donc, on commence par marketing et acquisition. Alors, j'expliquerai le rapport avec la petite image en deuxième point. Mais déjà, quelque chose qui est extrêmement important en marketing en général, donc ça paraît très bateau de le dire, mais souvent on oublie en fait tout simplement de le faire, c'est de se mettre à la place de son client. Très régulièrement, on va se dire « Ah bah tiens, je vais communiquer, je vais parler de mon produit ». Et en fait, on ne va pas se poser de la question de quelle est la problématique réellement de mon client. On va avoir sa propre vision des choses, on va penser que c'est ça qu'il faut dire, on va parler de son produit. Et honnêtement, quand je vois sur LinkedIn très régulièrement des gens qui disent oui bonjour, je fais ça, n'hésitez pas à me contacter. Franchement, si ça dépasse les 3-4 likes des copains, c'est déjà bien. Donc en fait, l'idée, c'est de se mettre à la place de son client pour identifier son problème. En fait, souvent, quand on a une idée, on part d'une problématique on va avoir nous-mêmes. Et en fait, l'idée, ça va vraiment être de se demander, mais est-ce que déjà ma cible, elle est identifiée correctement? Est-ce qu'elle a les mêmes problèmes que moi? Et qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre? Voilà, comment je vais m'adresser à elle? Qu'est-ce que je vais devoir lui dire pour la convaincre, pour l'intéresser et pas faire un flop? Et en fait, c'est ça le fond du marketing. Mais c'est des questions qu'il ne faut pas oublier de se poser en fait. Travailler le persona. Travailler le persona, exactement. Et pas hésiter à faire des interviews en 1v1 avec ses clients. Franchement, c'est une méthode super efficace pour justement obtenir vraiment le besoin et savoir qu'est-ce qu'ils attendent, quel est leur problème. Peut-être qu'on va avoir des axes qu'on n'avait pas imaginés nous-mêmes. Et c'est une vraie valeur ajoutée en fait, de pouvoir fonctionner comme ça. Alors, fake it until you make it. Donc ça, c'est un espèce d'adage qu'on entend souvent sur les petites boîtes, mais sur les startups, c'est encore plus vrai, je trouve. L'idée derrière ça, c'est faire semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Typiquement, j'ai deux exemples en tête qui me viennent. Le premier, c'est Marc Simoncini, je ne sais pas si tu connais. C'est le fondateur de Mythique, oui. Entrepreneur français assez connu. Et dans son bouquin, dans sa biographie, j'avais lu son bouquin il y a quelques années. Il y a une anecdote qui m'était restée. C'est qu'au début de sa boîte, avant Mythique, il avait une agence de service. Il faisait du développement. Et en fait, ils étaient deux cofondateurs. Ils ont fait une réponse à un appel d'offres pour un gros donneur d'ordre. Et ce donneur d'ordre a dit, bah, écoutez, super, vous êtes en lice, on va venir visiter votre entreprise, voir un petit peu voilà, qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Et il s'est dit, ouais, attends, on est deux, on va passer pour des guignols, on va quand même essayer d'assurer le coup et de paraître plus gros qu'on est. Alors, ils avaient les compétences, hein, ils assuraient le coup techniquement, mais paraître quand même plus gros qu'on est. Et du coup, il a appelé tous ses copains. Et il les a fait venir le jour où ils venaient avec leur ordinateur. Et en fait, ils sont parus pour une boîte de 20 personnes. Et c'est passé, et le projet s'est bien passé. Mais voilà, c'est vraiment cette logique d'être un peu malin, de ne pas hésiter parfois. Voilà, la deuxième anecdote, c'est... la vérité si je m'en deux quand il faut. Par contre, la contrepartie, c'est d'assurer le coup. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ça pour mentir. L'idée, c'est juste de donner confiance en améliorant un petit peu les contours de la vérité. C'est pas mentir, c'est vraiment juste mettre la vérité de son côté. Ouais, mais j'entends bien. Alors, on en parlera tout à l'heure. Moi, je travaille dans une entreprise de technologie et on crée des solutions de technologie de traçabilité. Et on a été primé à Paris, juste pour l'anecdote, sur un salon européen avec une solution innovante qu'on avait déjà annoncée il y a 1 an et qu'on va commencer à produire à la fin de l'année. Mais elle existait déjà visuellement, un proto. Et voilà, exactement. Donc là, tu as un petit poil spoiler la suite, mais c'est très bien, ça me fait une super amorce. C'est parfait, franchement merci. Le troisième point où je voulais insister, c'est mesurer l'efficacité. Pareil, pour rester dans les exemples, c'est plus parlant. Tu mets un panneau publicitaire au bord d'une route, il va te coûter 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros, ça dépend de l'emplacement, ça dépend du panneau, ça dépend de plein de choses. Par contre, je mets au défi quiconque de mesurer combien ce panneau lui a rapporté de chiffre d'affaires dans son commerce. Et en fait, l'avantage qu'on a avec le web aujourd'hui,
c'est que on a des vrais moyens de mesurer. Alors Google Analytics, Matomo, là il y a des solutions techniques, c'est pas l'objectif de présenter tout ça, mais l'intérêt c'est de se dire ok, je fais de la publicité sur LinkedIn, je fais de la publicité sur Google, je fais de la publicité sur Instagram, je vais pouvoir mesurer 1 euro investi ici me ramène tant, 1 euro investi ici tant, ici tant. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait je vais juste mettre mon budget là où 1 euro me ramène 10 et pas là où il me ramène 2. Et c'est vraiment ça l'intérêt de mesurer l'efficacité et d'analyser la donnée. En fait, souvent, on va s'arrêter un petit peu trop vite. On va dire « Ah, j'ai tant de visiteurs sur mon site, c'est super. Ouais. » Aller plus loin, mesurer ce qu'on appelle les conversions, dire « Un visiteur est venu, il m'a contacté. » Ça peut être juste ça, déjà, dans un premier temps, c'est déjà bien. Mais au moins, j'ai un indicateur de dire « Ma campagne m'a ramené tant de contacts, tant de leads. » Voilà. Et donc ça, c'est super important. Et le dernier point, alors c'est un peu le Graal, créer sa communauté. Je vois notamment régulièrement des projets de personnes qui vont lancer des campagnes participatives. Ouais. En général, quand on démarre sur un projet, l'idée c'est de se dire ah bah oui, je vais faire une campagne Ulule, KissKissBankBank, où je vais demander à ma communauté de financer, en gros de préacheter mes produits, hein, c'est complètement ça. C'est une très bonne logique. Par contre, si tu n'as pas de communauté, en fait tu vas faire un peu un flop. Donc avant même, enfin ça c'est un conseil, mais avant même de pouvoir commencer à commercialiser et à parler de son produit, si on peut déjà fédérer une communauté autour d'une thématique, c'est déjà super parce qu'en fait cette communauté, ensuite quel que soit le produit, elle va nous suivre. Quand on voit les influenceurs au bon sens du terme, oui. Parce qu'en ce moment c'est un peu débat, mais les youtubeurs qui vont lancer des financements participatifs, ils explosent les scores parce qu'en fait leur communauté, quel que soit le projet qu'ils lancent, si elle est en rapport avec les valeurs qu'ils ont créées et la communauté qu'ils ont créée, ils vont suivre. Et donc en fait ça c'est une vraie valeur ajoutée. Donc ça peut même des fois être intelligent de créer sa communauté avant. De lancer son produit. Tout à fait. Donc petit bonus, donc la newsletter, j'ai pas mis d'exemple, mais c'est juste quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui coûte pas cher pour maintenir le lien, proposer voilà, des éléments. Dans les newsletters, souvent on a tendance à vouloir vendre un petit peu trop ses produits. C'est bien aussi d'amener de la valeur aux gens et d'augmenter la valeur perçue qu'on a auprès d'eux. On va aimer recevoir une newsletter dans laquelle on apprend des choses. Et s'il y a un petit peu de vente en fin de newsletter, c'est pas très grave. Ouais, tout à fait. Mais faire que de la vente dans une newsletter, c'est pas toujours la bonne idée. Et donc l'exemple que j'ai choisi sur les deux bonus, c'est une page de préinscription. Donc c'est un petit peu la même logique qu'on peut avoir sur un financement participatif. Mais là, on va le faire nous-mêmes sans plateforme. C'est-à-dire qu'on va faire de la prévente très simplement, mais c'est quelque chose auquel on ne va pas toujours penser. Typiquement, j'ai pris un produit un petit peu au hasard en réalité, mais il y en a beaucoup qui le font. Et ce produit-là n'existe pas encore, il est en fabrication, il n'est pas sorti. Mais la marque a déjà commencé sa communication, a déjà commencé à le vendre, à le pré-vendre. Et en fait, on génère déjà des premiers revenus, ou en tout cas là, ça peut être une file d'attente, donc une whitelist. En plus, on peut donner un côté un peu exclusif au fait d'être dans la whitelist, mais on peut aussi faire des préventes. C'est le principe de la campagne participative, mais oui. C'est un bon moyen de faire du chiffre d'affaires. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on n'attend pas que son produit, il mette 2 ans à sortir, un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Tu développes ton produit, mais en fait, tu perds pas de temps. La ressource la plus précieuse qu'on a au début, qu'on monte sa boîte, ou un projet, même si on a déjà une boîte et qu'on lance un side project, c'est le temps. Le temps, l'argent, c'est vraiment les 2 ressources qui vont manquer le plus vite. Et donc, c'est un moyen de gagner du temps super efficace. Je commence à parler de mon produit, je commence à communiquer dessus avant même qu'il soit sorti. Ouais, et donc, il sort, j'ai déjà mes clients. Et deuxième argument super intéressant, c'est qu'en fait, on va commencer à pouvoir tester des argumentaires commerciaux. Et quand mon produit sort, je sais déjà comment le vendre. Au-delà d'avoir déjà prévendu des choses, je sais que je vais pouvoir... tel argumentaire va intéresser ma clientèle, telle manière de présenter ne va pas intéresser ma clientèle. C'est quoi, c'est le A/B testing, ça, c'est ça? Ouais, alors on peut faire de l'A/B testing ou on peut faire plusieurs landing pages. Donc des landing pages, c'est... les professionnels du marketing ne seraient pas d'accord, mais pour vulgariser un petit peu, c'est des pages de vente, on va dire, où tu vas arriver dessus avec un message différent. C'est les pages d'atterrissage. On atterrit suite à, on a été glané sur les réseaux, on envoie sur une page d'atterrissage sur les gens lesquels s'enregistrent. Exactement. Okay. Et là, tu vas pouvoir mesurer sur ces pages-là et voir la manière dont les gens réagissent à tel argumentaire. Et peut-être que tu vas mettre en avant au départ un aspect du produit où ça va faire un flop, mais un autre aspect du produit où là, ça va être super. Et en fait, dès le départ, tu vas avoir de la data
et ton produit n'est pas sorti. C'est quand même super d'avoir ces infos-là. Ça permet justement derrière de focuser vraiment sur les points les plus importants du produit qui vont permettre de convertir. Exactement, et tu peux en même temps, sur la création de ton produit, tu peux dire ok, ça c'est super important parce que j'ai vu que mes argumentaires sur ces sujets-là fonctionnent. Peut-être par exemple tu vas mettre un argumentaire sur le fait que ton produit soit bio et c'est ça que ton audience attend. Bah, peut-être qu'en fait ton packaging, tu vas quand même réfléchir au fait qu'il retranscrit cet argumentaire-là pour que derrière sur un espace de vente physique, bah, ce que tu as glané comme info sur le web, ça va être aussi un peu les mêmes arguments dans la vraie vie. Ça reprend les éléments d'information que tu disais tout au début, c'est-à-dire connaître sa cible, son persona, et là on a vraiment des retours qualifiés qui nous permettent de changer, de modifier le cours du produit, comme tu le disais avec le packaging ou la conception. Ouais. C'est exactement l'idée. Donc vraiment, pensez ne pas faire l'erreur classique d'attendre que son produit soit sorti avant de le vendre. Enfin, ça paraît un peu évident une fois qu'on en parle, mais très souvent, je développe, et au bout de 2 ans, je suis épuisé en plus. J'ai pas d'engouement, j'ai pas de communauté, j'ai rien. Et là, je repars dans un marathon de commencer à le vendre. Si on peut déjà avoir fait les deux en même temps, c'est super. C'est mieux, c'est sûr. Alors, yes. Paf, paf, paf. Est-ce que ça va marcher? Oui, non, peut-être. Ok, ça marche. Donc, la deuxième grande partie de la conférence, c'est la partie technique. Donc, comme je disais rapidement tout à l'heure, c'est souvent un petit peu la bête noire. Oui, c'est là où on va dépenser le plus de budget. C'est pas souvent vrai. En vrai, le marketing, c'est souvent une partie où on va mettre pas de budget, alors qu'elle est plus importante encore presque que la technique parfois. Mais il y a des moyens d'économiser sur la partie technique. Donc le premier moyen, ça va être d'enlever des fonctionnalités. Souvent, on imagine des tas de choses. Notre produit va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Et en fait, Facebook, quand ils sont sortis, ils mettaient en contact des gens. Il n'y avait pas de messagerie, il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas de page, il n'y avait pas de pub. C'était super simple, c'était un wall de choses. Ça, c'est un MVP, c'est-à-dire c'est réfléchir à ce que mon produit peut être au minimum et répondre quand même à un besoin pour que les gens l'utilisent déjà. Dans l'exemple que j'ai choisi après, c'est l'exemple d'un pont, donc je reviendrai un petit peu plus en détail au moment de cet exemple-là, mais on verra très bien qu'en fait l'idée c'est pas de rajouter de la fonctionnalité, c'est d'en enlever. Et ça c'est un exercice qui est super compliqué et c'est ça qui demande aussi de connaître son audience. Et en fait ça nous amène sur une logique qui est très importante, c'est l'itération. Itérer, la base du succès, c'est-à-dire que tu as ton MVP, tu as ta première version de produit. Elle n'est pas parfaite, en fait. Mais elle est là, elle existe, les gens l'utilisent. Et tu vas commencer à capter des retours, en fait, de ce que vont te dire tes premiers utilisateurs. Et ça, c'est de l'or en barre, en fait, ces retours-là. Et ils vont te permettre, derrière, de prioriser, de savoir où tu vas, avoir affiné ta vision produit à partir de ton marché. C'est pas à partir de toi, dans ta chambre, tout seul, qui crée ton produit et ton idée du monde idéal, c'est le marché, il a dit ça. Et donc, des fois, tu vas lancer ton MVP, le succès est mitigé, et à un moment donné, tout le monde te demande la même fonctionnalité, tu l'ajoutes, et là, tu vas commencer à décoller. Bon, je simplifie un peu, hein, ça se passe jamais vraiment comme ça. Dans l'idéal. Dans l'idéal, mais tu vois l'idée. Ensuite, j'ai fait une petite partie sur le no-code. Alors pourquoi qu'est-ce que ça vient un peu faire là, le no-code? Le no-code, ça fait débat. Il y a des développeurs qui disent oui, non, mais le no-code, voilà. Moi, j'ai un avis plus mitigé sur ce débat, enfin plus réservé. C'est-à-dire explique-nous peut-être ce qu'est le no-code. Alors, pour les néophytes. Le no-code, c'est une manière de développer sans savoir développer. C'est-à-dire que c'est des outils qui vont nous assister pour, par exemple, construire une première version d'un outil avec des connaissances techniques minimales. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de connaissances, il faut un petit peu de formation, mais c'est beaucoup plus accessible que le code. C'est comme peuvent l'être Divi ou Elementor pour les WordPress, par exemple, pour un WordPress, on peut commencer comme ça. Si on veut développer un logiciel qui va faire des fonctionnalités, ça peut même être un Excel, hein, des fois. Enfin, un Excel, déjà, ça peut remplacer beaucoup de choses pour faire ton MVP tester, en fait, et que ça ne te coûte pas cher. Après, tu as des outils plus avancés comme Bubble qui vont permettre d'aller un peu plus loin et de réfléchir à l'interface utilisateur, etc. Le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir sortir quasiment tout seul, en tout cas en te formant à moindre coût. À un moment donné, il faut aussi pas avoir peur des fois d'investir dans le fait de se former. Une formation à 500 € pour derrière comprendre ce qu'est le no-code et pouvoir utiliser et sortir ta première version de produit, c'est quand même intéressant. L'avantage de ça, c'est que tu vas pouvoir tester ton marché, avoir des retours, mais à un moment donné,
alors peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais à un moment donné, tu vas te retrouver avec un plafond de verre où tu as des fonctionnalités où tu vas être un peu bloqué, des comportements spécifiques de ton produit où tu vas être un peu bloqué, et il va falloir potentiellement passer à du code. Mais moi, je me mets côté agence. Un client qui vient me voir en me disant, écoutez, moi j'ai fait ça en no-code, j'ai déjà des utilisateurs, par contre, j'ai ça que je ne peux pas faire en no-code, mais tout le reste, c'est fait, je connais mon produit, j'ai ma vision, et vous avez mon cahier des charges, c'est ça. Bah, en fait, on ne va pas se planter et on va avoir un produit qu'on va développer, on ne va pas faire 36 allers-retours, ça va fonctionner nickel, on a juste à recopier et ajouter des fonctionnalités. Donc ça, c'est un vrai bon moyen quand on démarre, en général un peu sans budget, de commencer à tester son produit. Et donc en bonus, donc le framework ICE, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Vas-y, je t'écoute. Donc c'est un framework, donc Impact, Cost, Ease. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail, mais c'est une manière de fonctionner qui te permet de mesurer sur chaque fonctionnalité quel impact elle aura sur ton produit, quel coût elle va avoir et quelle facilité ça va être de la faire. Donc la facilité, ça peut être le temps, par exemple. Oui. Toi, tu as le coût et le temps. Et tu vas donner une note sur chacun de ces impacts et ça va te pondérer une note et c'est ta liste de priorités de fonctionnalités à développer. Sympa. Voilà. Donc après, tu peux pondérer en fonction, tu peux dire l'impact, il vaut double, par exemple. Mais c'est une méthode rationnelle pour dire je développe en priorité les fonctionnalités intéressantes. Donc par exemple, une petite fonctionnalité qui est facile à faire, qui n'a pas un gros impact, mais qui coûte pas cher et qui est rapide à faire, bah, on va peut-être la mettre en priorité, autant la passer en premier. Tout à fait. Voilà. Donc c'est une méthode pour prioriser les développements qu'on veut faire. Framework ICE. Je sais pas où il faut que je vise. Ah Si, d'accord, si. c'est là, ok. Donc je reviens un petit peu sur l'exemple du MVP parce que ça c'est quelque chose de très très important. Et avoir ça en tête, c'est économiser un temps et des ressources incroyables. Là dans l'exemple, on prend l'exemple d'un pont. Un pont, qu'est-ce que ça fait? Ça traverse une rivière. À un moment donné, l'usage de base, c'est ça. Au début, on y va à l'économie, on fait avec les moyens du bord, on met une planche. Ok, on traverse le pont. Par contre, bon, bah voilà, ça a ses défauts, c'est pas très large. Il y a peut-être un ou deux passagers qui va tomber dans la rivière. Mais ça fait le taf. Mais ça fait le taf, tu vois. Après, tu te dis, bon, bah voilà, on va éviter qu'il y en ait qui tombent, on va mettre quand même peut-être 2 planches, ça va être un peu plus large. C'est mieux. Donc on a fait une itération, on a évolué. Mais on reste dans une logique de pont, on traverse la rivière, c'est toujours l'objectif. Troisième étape, bah maintenant on veut faire passer une voiture. Donc voiture, ça va peut-être être dire, on va gérer un plus gros volume de données, on va gérer plus de cibles, plus d'utilisateurs différents. Et donc bah, on va élargir, on améliore notre pont, mais c'est toujours un pont. Et il sert toujours à traverser une rivière qui va peut-être être plus grande. Et quatrième étape, bon voilà, à un moment donné c'est toujours la même chose, mais on va rajouter des rambardes et on peut passer à pied, en voiture, etc. Donc c'est vraiment ça la logique d'un MVP, c'est identifier c'est quoi mon besoin, qu'est-ce que mon produit va faire, quel est le minimum des choses que je peux faire pour qu'il ait déjà un intérêt pour mes utilisateurs. Même s'il n'est pas parfait, ils y verront déjà un intérêt. Et je prends des retours et j'améliore mon pont à chaque fois. Donc voilà, c'était un petit peu ça l'exemple derrière le MVP. Itérer, c'est améliorer. Itérer, c'est faire des essais dans le but de s'améliorer. C'est ça. C'est un petit peu c'est ça. Et donc, bon, alors là... Toujours les bonnes images, toi. Ça, et encore, celle-là, j'ai pas fait avec de l'IA. Il y a une autre présentation que j'ai fait avec l'IA, mais celle-là, j'ai pas encore fait avec de l'IA. Mais en tout cas, bon, cette slide-là peut faire débat, mais je voulais donner un peu des ordres d'idées de budget. À partir de quel moment c'est cohérent ou c'est pas cohérent, en fait, de s'adresser à une agence par rapport à un développement. Là, je prends le cas de projets courants qu'on peut avoir. Donc, entre 0 et 10 000 euros. Donc, je parle en hors taxe, mais voilà, c'est des fourchettes, c'est des râteaux que je donne. Est-ce que 0, ça existe vraiment? Bah 0, tu fais du no-code et t'apprends. Ça te prend quand même du temps, donc ça a une certaine valeur finalement. Ah bah voilà, c'est pas du 0-0. Moi, alors, je mets 0. En vrai, j'aurais pu mettre 2000 par exemple. Ok. Bon, mais c'est vraiment pour se dire entre 0 et 10 000. Pour s'adresser à une agence, à des pros qui vont avoir de l'expérience et qui vont avoir une vraie expertise à t'amener, tu vas t'adresser pour des sites vitrines, des sites de e-commerce pas forcément trop compliqués, donc pas forcément des sites de e-commerce avec des connecteurs de partout ou beaucoup de produits, mais des e-commerce simples avec un design sympa, avec une gestion qui va bien et un support, ou un site vitrine, tu vois, tu vas être dans cette grosse fourchette-là. Bon, c'est un râteau, mais au moins ça donne un ordre d'idée. Ensuite, entre 10 et 20 000 euros en général, tu vas trouver un peu la partie e-commerce MVP. Donc e-commerce un peu plus compliqué,
avec plus de produits. Peut-être qu'on va aller se connecter à un Sage. On va mettre un connecteur Sage. On a le cas d'un client là, voilà, où on connecte en direct ses stocks avec un connecteur. Voilà, le e-commerce. C'est quoi un connecteur Sage pour ceux qui ne sont pas du métier? Alors, un Sage, c'est un ERP où le client va gérer ses stocks parce qu'il a des produits qu'il gère en physique et en même temps, il veut que les stocks soient à jour sur son site. Donc voilà, mise en place d'un connecteur, etc. etc. Et un MVP. Donc MVP, on en a parlé juste avant. Une première version de mon produit avec un budget comme ça dépend aussi du produit. Enfin, à un moment donné, il y a des produits qui sont trop compliqués, mais un logiciel classique pour tester, c'est des budgets qui sont cohérents. En tout cas, ça se fait si on réfléchit bien à quel est son produit au départ, ça va pouvoir rentrer. Et après, au-delà de 20 000 €, on commence à pouvoir passer un MVP. Tu peux remettre la slide, qu'on voit les montants? Merci. On va pouvoir commencer à faire un MVP, à passer des évolutions, donc commencer à prioriser. Nous, quand on travaille avec des clients, on amène aussi cette dimension conseil. Donc là, ce que je survole un petit peu, on va approfondir, on va travailler, réfléchir avec lui. Quel est ton MVP en amenant un regard extérieur? Parce que souvent, on a des clients, ils sont enthousiastes et c'est super. Mais des fois, tu es trop enthousiaste et tu vas avoir tendance à vouloir trop faire de choses. Donc nous, on a aussi un peu le rôle de, t'es sûr, questionner un petit peu, tu vois. Modère. Voilà, on modère. Mais dans le bon sens, pour le bien du produit. Tout à fait. En disant, nous, déjà, on va réfléchir avec toi au MVP et tout ce que tu veux faire ça, on va mettre ça dans des évolutions pour plus tard, en fait. Ça peut attendre et on verra. Mais tu auras tes retours utilisateurs et ça va te coûter moins cher. Donc voilà. Moi, j'ai intérêt à ce que mes clients, leur projet fonctionne, qu'ils travaillent avec moi sur le long terme. J'ai pas intérêt de faire des one-shots à 20 000 € et prendre des budgets et que le client, il faille à l'appel. C'est pas mon but du tout. Et tu vas aussi pouvoir commencer dans ces budgets-là. Alors, ça dépend jusqu'où tu vas, mais déléguer un peu de la stratégie marketing, de la com et de la prod, de communication, si c'est pas tellement le domaine que tu maîtrises, en tout cas de faire conseiller. Voilà. Donc, ce slide peut faire débat. Ça te donne un ordre d'idée quand même sur les solutions possibles et les budgets. Et c'est juste pour bien se rendre compte que dire, je vais aller voir une agence, j'ai 5 000 € de budget, je vais voir une agence pour qu'elle me développe mon logiciel sur mesure de gestion de projet, c'est pas cohérent. À un moment donné, soit on trouve plus d'argent, soit on se débrouille plus soi-même. Sinon, c'est qu'il y a un loup quelque part. Right. Et donc l'exemple, alors bon, cet exemple, je crois pas qu'il va rendre grand-chose. Mais typiquement, voilà, j'ai mis globalement un projet qui a été délégué à l'agence. Donc je mets pas le nom, le projet n'est pas sorti encore, c'est volontaire, mais en fait ça c'est toute la phase de conceptualisation UX UI où on réfléchit au passage au MVP. Donc la phase MVP a été réfléchie en amont. Derrière nous on va réfléchir à la partie UX UI, à quoi va ressembler l'utilisateur, l'interface, la navigation, le design. Et à partir de ça, donc on fait des étapes d'aller-retour de validation avec le client. Et ensuite, on va passer au développement du MVP. Donc là, on est à cette étape-là en ce moment. On est en train de le développer. On est à peu près à 50-60% du développement. C'est pour ça que je ne peux pas montrer encore le nom et voilà. C'est normal, c'est légitime. Mais et derrière, une fois qu'on va avoir fait ce MVP, parallèlement, on va commencer à préparer le terrain pour les évolutions qui vont être prioritaires. En fait, c'est ça qui va aussi être important de regarder. Qu'est-ce que je fais en priorité et comment je le fais, avec le framework, par exemple ICE, dont j'ai parlé au début de la conférence. Donc pour finir, merci à tous déjà. Et pour récapituler un petit peu ce que je disais, dans les grandes lignes, ne pas attendre qu'un produit soit fini pour commencer, démarrer sa communication. C'est super important, mais il ne faut pas oublier ça. On a tendance à trop attendre un produit terminé avant d'en parler, pour des mauvaises raisons. Ah ouais, mais je vais me faire piquer mon idée. Mais Facebook a été lancé 20 fois. Il y a eu un Facebook. Si je garde mon exemple de Facebook, c'est pas l'idée de mettre en contact des gens via un réseau social, c'est l'exécution qui compte en fait. Et j'ai rarement vu une idée. Alors après, il y a des produits industriels avec un savoir-faire, et là, on est dans un autre ordre de domaine. Mais qui va piquer une idée avant qu'elle soit faite? Personne, dans le fond. Donc vraiment, c'est important de... C'est des fausses peurs, ça. On se crée des peurs en se disant, on va me piquer mon idée parce qu'on a l'impression qu'elle est super géniale. Elle est certainement très bien, mais c'est l'exécution qui prime. Bien identifier son MVP, alors ça c'est indispensable pour pas dépenser tout son budget et tester son marché, gagner du temps. C'est la ressource. 1 heure de perdu, c'est 1 heure qu'on retrouve jamais. Encore l'argent, ça va, ça vient. À la limite, on retrouve des financements. Le temps, il est perdu, c'est terminé. C'est terminé, il n'y en a plus. Donc la première ressource à optimiser, c'est le temps, pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer. Et troisièmement, ça va être d'être cohérent. Voilà.
si j'ai un budget qui est donné, soit je vais chercher plus en fonction de mon besoin, soit je vais tenter de faire plus moi-même les choses, qui est une approche aussi vachement intéressante parce qu'en fait, on va maîtriser tout et quand on commence à devenir plus rentable, on va pouvoir déléguer des aspects qu'on n'aime pas faire ou on sait qu'on est moins bon et voilà. Mais c'est important d'être cohérent. Voilà. Donc merci pour cette conférence. Et puis, Apollo Studio, puisqu'on est en train de terminer, voilà, on peut te retrouver sur le stand A27. Aujourd'hui, tu accompagnes quel type d'entreprise et quel type de secteur d'activité peut-être? Ouais. Parce que tu as parlé de e-commerce notamment. Donc, Alors, Apollo Studio, c'est un studio de développement web. C'est-à-dire qu'on va adresser plusieurs types de projets. Donc, ça va du site vitrine très classiquement où ça, on est énormément à le faire. Donc, on le fait bien comme tout le monde. Hein, voilà. E-commerce, c'est pareil. On a une petite expertise sur le développement sur mesure. Donc, sur des e-commerce avec des cas particuliers, c'est quand même assez intéressant d'avoir justement cette compétence de dire nous, on est capable de faire des comportements sur mesure, faire un configurateur ou des choses assez poussées, au-delà de juste la brique vente en ligne. On va aussi, et c'est un petit peu l'exemple que j'ai montré dans ma conférence, c'est adresser des développements sur mesure. Donc en ce moment, on développe 2 SaaS et un logiciel sur mesure. Donc un SaaS, un outil de gestion de projet SEO, donc avec toute une partie analyse de crawler, le moteur de recherche, etc. Un outil que j'ai montré là de réservation d'espace en fait, d'espace de beauté. Donc je rentre pas trop dans le détail, mais voilà, c'est une startup qui développe son produit avec nous. Et un autre sujet qui est un peu plus conventionnel, c'est une association qui a besoin de faire un système de questionnaire avancé avec des pondérations par question, de l'extraction de data, de l'analyse de données, etc. Donc ça, c'est des sujets qu'on va être capable de traiter. Et après, on va travailler aussi avec des grands groupes. Donc on a des clients qui sont des entreprises qui ont 1500, 500, 1000, 1500 personnes et qui travaillent avec nous sur des sujets de TMA, de maintenance de sites web WordPress, mais où nous, on a une vraie expertise, on est très flexible. Et ça leur plaît beaucoup parce qu'en fait, les grosses entreprises souvent travaillent avec des grosses entreprises, mais parfois sur des sujets, elles ont besoin de flexibilité aussi. Et donc nous, c'est des points forts qu'on a et en général, on rentre un petit peu par la petite porte, on fait un peu les pompiers au départ parce que c'est un peu la cata et on monte pas de blanche comme ça et petit à petit, on a de plus en plus de gros clients qui travaillent avec nous et le bouche-à-oreille commence à faire son effet et voilà. Donc on a ces deux grandes entités, c'est-à-dire des prestations plus classiques, site vitrine, site e-commerce et des prestations de développement sur mesure. Évidemment, on peut mixer les deux. Ok, merci beaucoup. Et stand A27, donc si vous avez des questions, vous voulez parler d'un projet, je vais pas chercher à vous vendre quelque chose. Honnêtement, vous pouvez venir juste me voir poser des questions, ça sera avec grand plaisir. Et donc, on est juste là-bas, stand A27. Merci à tous. Merci Baptiste, merci pour cette intervention. Et merci pour l'accueil, Bertrand. Je t'en prie, c'est moi, c'était très intéressant.